ta vie sans apporter du bien aux autres, elle ressemblerait à quoi? À rien. Je pense à rien. Parce que c'est vraiment... c'est un moteur dans ma vie. D'être utile aux autres, d'aider les autres. Donc j'ai l'impression que quand il n'y a pas ce côté... Enfin, quand je suis privée de ça, c'est un peu le vide. Je l'ai déjà vécu, je pense, à travers la maladie. Dans les moments où j'ai dû m'arrêter. Je me retrouvais toute seule avec moi-même et je me disais, ah, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Comment je fais pour gérer justement ce vide-là? Et parfois même je me disais, il ne faut pas que je sois malade trop longtemps. Parce que voilà, il y a ce besoin en fait d'être là pour les autres. Et en même temps, c'est paradoxal parce que la maladie, ça m'a appris aussi à découvrir justement cet autre aspect de la vie. Que quand je suis pas utile aux autres, mais en fait je peux être utile à moi-même, je peux être présente pour moi-même. Et je crois que c'est la chose la plus difficile pour moi dans cette vie, c'est d'être présente pour moi-même. C'est un effort. Un effort qui évolue, parce que si avant, en tout cas, je ne savais pas prendre soin de moi, faire la part des choses en me disant, ok, il y a les autres, il y a toi, et c'est pas toi ou les autres, parce qu'avant j'avais ça, hein, c'était toujours moi ou les autres. J'ai appris à me dire, il y a moi et il y a les autres. Il y a le et maintenant. Il n'y a plus ce déchirement qu'il y avait auparavant. En tout cas, ça a mis des années pour apprendre à mettre le et d'enlever le ou. Et je dirais que mon médecin m'a rendu un grand service, quelque part. Parce que je me souviendrai toujours le jour où je suis venue le voir pour ma maladie auto-immune qui traînait déjà depuis un bon bout de temps, hein, depuis quelques années et que je n'avais pas fait attention. Je m'en fichais, hein, je me disais, elle est là. Mais c'est les études en premier, c'est mon métier, c'est aider les autres. Et il m'a regardée et je lui ai dit, je voudrais avoir un traitement quand même, parce que là, je commence vraiment à avoir mal. Et j'avais déjà mal depuis longtemps. Et puis, il me dit, il n'y a pas de traitement. Le seul traitement que j'ai pour vous, c'est d'aller vivre. Et je lui dis, vivre? Il me dit, oui, parce que là, vous ne vivez pas là. Vous êtes en train de survivre. Du coup, je rigole et puis je lui dis, non, mais je vis, moi. Et puis je lui dis, non, vous ne vivez pas, vous. 27 ans, on vit, hein. Déjà, on sort du boulot là où vous êtes, parce que bon, c'était mon premier boulot et c'était pas du tout là où je devais être, en tout cas. Parce qu'il n'y avait pas du tout de limite. Et donc, voilà, il m'avait dit, vous partez de là déjà, vous allez choisir autre chose. Et puis, vous faites attention à vous. Et on se reverra. Et on verra si les douleurs continuent. Et s'il faut un traitement. Mais en tout cas, là, maintenant, je ne vous donnerai pas de traitement. Donc, du coup, je sors de là et j'ai toujours cette image en tête. Je traverse le couloir de l'hôpital et je me dis, c'est quoi vivre? C'est quoi mes besoins, là? C'est quoi ce truc de mes besoins? C'est quoi mes besoins? J'ai jamais fait attention à mes besoins. Et en fait, j'ai toujours fait attention aux besoins des autres. On va dire que Dieu m'a donné cette capacité de capter, de sentir. Et d'ailleurs, c'est épuisant parfois, parce qu'on sent beaucoup de choses. Et parfois, ça peut être aussi envahissant pour les autres.
Et j'ai dû apprendre à mettre des limites à tout ça. À me dire, ok, je sens, mais tant que la personne ne vient pas vers moi pour me demander, voilà, il me faut ça ou il me faut ci, ok, je le sens, mais on va y aller petit à petit. C'est pas tout de suite, voilà, je peux faire ça, parce qu'on peut aussi tomber dans l'abus, en fait, quelque part. On peut aussi tomber sur des gens qui sentent ce truc et qui peuvent en profiter. Quand on commence à vivre, Ouais. c'est quoi qui nous fait peur? C'est la peur dans tout. Moi, j'ai eu peur dans tout. La peur du regard des gens. Déjà, de se dire, parce qu'on renvoie une certaine image. Hein. Moi, je sais que j'ai renvoyé une certaine image pendant longtemps. C'est celle qui est là pour tout le monde. C'est celle qui fait attention à tout le monde, qui est toujours attentive. Et le jour où j'essaie d'être un peu plus attentive pour moi et que j'en arrive à oublier un petit peu les autres, il y a la peur de on va plus m'aimer. On va plus m'aimer parce que je ne suis plus disponible comme avant. Moi, je sais que j'ai eu cette grosse peur de ne plus être aimée de mes proches, de mes amis, surtout de la famille, parce que je choisissais plus de faire pour moi que d'être tout le temps là pour les autres. Aujourd'hui, est-ce que tu t'aimes? Je dirais un peu plus, mais j'apprends encore. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi? Je dirais ma façon d'aller de l'avant, de continuer à aller de l'avant malgré que beaucoup de fois je me suis sentie vraiment à terre. Je me suis sentie plus bas que terre. Et je pensais pas que je pouvais remonter la pente. Et pourtant, il y a quelque chose en moi qui est là. Et voilà, je sais pas forcément l'expliquer, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est là. Mais dans les moments où les émotions sont décuplées et très fortes, c'est vrai que dans ces moments-là, je me dis c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et pourtant, je vois bien que j'avance. Il y a cette volonté-là. On a parlé de la Mongolie. Ouais. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es aussi forte? Je me dis toujours que certainement dans mes ancêtres, en tout cas au niveau générationnel, il y a quelque chose. Je demande souvent à mes parents comment étaient mes grands-parents, parce que je ne les ai pas connus. Et ces derniers temps, en plus, je leur ai beaucoup demandé. Et je me suis aperçue quand même qu'il y avait beaucoup de force. Et je suis en thérapie. Et ma psychologue, justement, en parlait avec moi. Et elle me disait, est-ce que tu te rends compte que quand on regarde dans ta famille au niveau générationnel, au niveau des femmes en tout cas, on voit qu'il y a une certaine force. Il y a quand même il y a une force qui est présente, en tout cas dans l'histoire familiale. C'est quoi, selon toi, la plus grande force d'une femme? Pour moi, hein, en tant que femme, ça a été demander de l'aide. Ouais. Demander de l'aide. C'est-à-dire d'arrêter de me dire, d'avoir cet état d'esprit, oui, je vais m'en sortir, mais toute seule. Je vais y arriver toute seule. Non. Et je crois que c'est la plus belle chose en fait qui m'est arrivée, c'était demander de l'aide. Et de laisser des gens m'aider
Parce que moi, j'ai toujours aidé. Mais alors, recevoir de l'aide, ça a été c'était ce qui était le plus difficile pour moi à concevoir, en fait. Et quelque part, aujourd'hui, je me dis, mais ça a été une force. C'est ma dernière question. Pourquoi est-ce que c'est aussi dur de demander de l'aide? Je pense qu'il y a déjà d'une part au niveau sociétal, je pense qu'il y a une espèce de représentation que de demander de l'aide, c'est faible, c'est se rabaisser. Et puis pour moi, en tout cas intérieurement, c'était je peux pas. Moi, je peux pas, j'ai pas le droit de demander de l'aide. Finalement? Finalement, si. Et en plus, on rencontre de belles personnes. Ouais. Merci. Tu peux me rappeler ton prénom? Zarina. C'est pour la caméra aussi. Merci mille fois. De rien.